Bienvenue dans le podcast Le Cercle du Feu. Ici, nous allons parler de créativité. Nous irons à la rencontre de différents parcours et voir ce qui fait de nous un créateur. Nous explorerons leur inspiration, leur lieu et leur processus. Je suis Margot Jimkovitch et je vous amène avec moi dans mon Cercle du Feu. Bonjour et bienvenue dans le Cercle du Feu. Aujourd'hui, nous recevons Margot Fontaine, avec qui j'ai notamment fondé Pamela Artist Run Space, qui est un Run Space à Nîmes, et qui est plasticienne, comme je viens de le dire. Bonjour Margot. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, tu voudrais te présenter ? Ben oui, je m'appelle Margot Fontaine, je suis plasticienne, j'ai fait une école d'art à Nice, la Villa Arson. Et voilà, donc je fais partie de Pamela Artist Run Space, j'habite à Nîmes. J'ai un chat, que dire d'autre ? Le chat, c'est important. S'il marche sur tes peintures, c'est important. Ah non, jamais. Très respectueux. Ça, il est sympa. Et du coup, justement, voilà, comme je disais, que tu fais de la peinture, voilà, on peut directement rentrer dans le vif du sujet. Tu as choisi, je ne sais pas si on peut dire que tu as vraiment choisi un médium de prédilection. Est-ce que ce médium de prédilection, il a été, je veux dire, il t'a été appelé ou parce que c'est des accointances ? Est-ce qu'il y a vraiment une raison à ta pratique, Alors, la peinture, c'est la première chose qui est venue naturellement quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art. En fait, au tout début, quand j'étais ado, je voulais être plutôt illustratrice. Donc en fait c'était vraiment du dessin, de la peinture, des aquarelles, voilà, d'une production sur papier en fait. Et au fur et à mesure, je suis rentrée donc dans une prépa grandes écoles d'art parce que je voulais faire les arts déco Strasbourg du coup pour l'illustration à Paris. Et en fin de compte, eux ils ont ouvert mon idée à l'art contemporain en fait. Et donc du coup, je suis restée sur ces médiums-là, mais finalement je suis sortie de l'idée de l'illustration pour aller vers quelque chose de plus vaste, essayer de trouver, de sortir parfois de la figuration parce qu'on avait des thèmes donnés ou des choses comme ça. Et dans cet exercice-là, en fait, j'ai pris du plaisir. En fait, j'ai découvert en fait ce que c'était l'art contemporain de façon plus poussée parce que bon, je connaissais déjà, mais à ce moment-là, voilà, c'était, j'avais un pied dedans et j'ai plus voulu en sortir en fait. Et après, par contre. Une fois aux Beaux-Arts, j'ai fait pas mal de choses. J'ai commencé effectivement par la peinture. En troisième année, mon DNA, j'ai présenté que de la peinture. J'ai testé la sculpture, etc. Mais je voyais que j'étais moins à l'aise, ça m'appelait moins. Et voilà, je travaille aussi avec ce qui m'appelle, avec mon intuition, ce qui vient naturellement. Je me force pas à faire quelque chose qui me convienne pas, quoi. Ouais, tu veux toujours éprouver du plaisir, quand voilà. même, un certain plaisir à ta création. Et par contre, après, j'ai eu un événement qui a fait que j'ai voulu essayer d'autres choses en quatrième année, qui était en l'occurrence la vidéodanse, parce que j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour le milieu du spectacle et notamment la danse contemporaine que j'ai pratiquée de l'âge de 13 ans de 3 ans à peu près 15 ans. Et mon premier rêve de gamine, avant celui même d'illustratrice, ouais, j'ai passé voilà, plusieurs non, mais du coup, étapes. j'allais revenir un peu là-dessus. T'as choisi du coup l'art avant même la danse, qui est aussi un domaine très créatif, oui, pour te professionnaliser. Mais parce que en fait, je m'étais fait casser sur ce thème de la danse. À un moment donné, j'ai arrêté pour des raisons scolaires, etc. Parce que bon, voilà, je dansais très jeune et en fait. On va pas passer, tout ça c'est du passé, mais à un moment donné, voilà, j'ai voulu me relancer et en fait, comme c'est une technique et un sport qui demande un haut niveau constant, pour me professionnaliser, j'avais perdu le niveau en fait, donc en fait j'ai
j'ai mis ça de côté, quoi. Oui, Je t'as me suis dit, bifurqué voilà, vers ça, ton autre... ça ne va plus aller. Mais voilà, j'avais besoin quand même de rester dans un système de création, en tout cas. Et donc, l'illustration, l'art contemporain, enfin voilà, tout ça s'est développé assez tôt en fait. et donc en 4e année, j'ai refait ce test-là, ce qui m'a amené finalement en 5e année à faire de l'installation, qui était en rapport avec une forme de scénographie en fait. Voilà. Et donc, en fait, je suis sortie diplômée en faisant voilà de l'installation. En l'occurrence, il y avait de la sérigraphie, du costume, de la sculpture bois. Enfin voilà, quelque chose d'assez différent de ce que je fais aujourd'hui. Et la peinture est revenue de façon assez naturelle. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte finalement que, enfin, je veux dire, on revient toujours aux mêmes choses. Ensuite, quand je me suis retrouvée dans un petit appartement, sortie d'école d'art, avec moins de moyens, moins de grands ateliers, pas de possibilité d'avoir une énorme scie à panneaux pour faire une structure bois. Enfin, je veux dire, donc du coup, tu te retrouves dans un studio et tu fais avec les moyens du bord parce que tu as besoin. Enfin, moi, j'ai besoin en fait de créer, quoi. Mais je pense qu'on a tous et toutes besoin de créer quelque chose. Et moi, en l'occurrence, c'est vers la peinture que ça s'est fait, quoi. Donc, j'ai commencé à m'acheter des toiles toutes faites parce qu'en fait, même si avant, je faisais mes propres châssis, etc., là, j'avais pas les moyens ni le matériel pour le faire. Racheter des pinceaux, la peinture, premier prix. Et je me suis dit, bon, vas-y, quoi. On sait pas où on va, mais on y va, on a besoin, quoi. Donc, voilà. Et Donc en fait, voilà, quoi. la peinture est toujours revenue, en fait, comme une sorte de ritournelle. de ritournelle, comme un bouquin, un truc dont on se plonge, quoi, dans lequel on se plonge, enfin, quelque chose de un cadre réconfortant, différent. Voilà, c'est aussi une façon de témoigner de quelque chose, comme certains écrivent. Enfin, voilà, c'est une sorte de journal, en fait. À l'époque, c'était ça, en tout cas, pour moi, quoi. Ouais, c'était vraiment un journal visuel. Ouais, voilà. Mais après, moi, je considère que être artiste, c'est aussi témoigner d'une vision du monde. Être artiste contemporain, c'est aussi témoigner d'une vision du monde contemporain, en fait, dans lequel on vit au quotidien. Donc, voilà, c'était proposer un point de vue, en fait, aussi. Peindre, c'était proposer un point de vue dans un temps donné, comme faire une photographie ou écrire un article sur quelque chose, quoi. Ok. Et là, je vais un peu plus en avant. Aujourd'hui, tu peins plus sur toile. Plus avec de la peinture premier prix. Plus avec de la peinture premier prix, tout ça. Comment ce changement... j'imagine que pour avoir un changement visuel aussi fort, il y a eu un moment une prise de conscience ou peut-être un ras-le-bol tout simplement d'acheter ces toiles. Voilà. Alors, en fait, tout est raccroché à donc mon point de vue sur le monde et disons ma façon de vivre, quoi. À un moment donné, voilà, je me suis trouvée dans ce studio, j'avais pas les moyens de machin, etc. Donc j'ai fait ça, et puis je me suis intéressée, même dans ma vie personnelle, en fait, c'est toujours raccord, en fait, à moi et aux autres et à mon entourage, etc. J'ai mis en place, j'ai découvert qu'en fait alors comment dire. J'ai mis en place un système de plutôt zéro déchet. J'ai essayé de consommer mieux. Enfin, je veux dire, avec la crise climatique qui s'en vient. Enfin, ça a été vraiment une prise de conscience écologique ou c'est venu vraiment
petit à petit. C'est venu petit à petit par rapport à ma recherche de sens à moi, à comment je voulais grandir, comment je voulais être, continuer à vivre, comment du coup je voulais consommer, comment je voulais avoir, comment je voulais m'entourer, qui je voulais être. Enfin, en fait c'est ma construction de personne en fait. Et ma construction de personne s'est fait en même temps que ma construction de mon travail d'artiste en fait. Et donc du coup, ces questions que je mettais en place dans ma vie, à un moment donné, quand tu arrives dans ton atelier et que chez toi, enfin, je veux dire, t'as mis en place une consommation différente, une vision du monde différente, une façon d'être au monde différente. Quand tu arrives dans ton atelier et que d'un coup, t'es envahi de produits chimiques, que ta toile, elle vient de je sais pas où, enfin, il y a pas de sens en fait, que les choses s'amoncellent, que tu te dis bon bah voilà, il va falloir, si je fais une exposition, transporter tout ça dans des gros camions parce que je faisais des grandes toiles, etc. avec des gros châssis, donc gros camions, donc grosse dépense énergétique, stockage de tout ça, qu'est-ce que je vais en faire, ça va pas être recyclé, comment ça va vieillir, l'argent que je mets dedans, à qui j'achète, enfin toute la traçabilité de mon travail en fait, c'était pas ok en fait, donc je me suis dit comment je peux faire pour faire les choses plus raccord en fait avec le monde dans lequel on vit, comment je peux faire pour que ça soit mieux pour l'avenir des gens qui m'entourent et des gens qui naissent autour de moi. Et oui, peut-être avec ta propre personne et tes intérêts qui avaient changé aussi. Voilà, exactement. Et donc du coup, je me suis dit, alors finalement, ma façon de travailler, pour moi, c'est toujours de la peinture. Je compose toujours de la même façon. Mais c'est juste les matériaux qui ont changé. Donc maintenant, je travaille qu'avec des plantes ou du minéral. Et mes toiles sont en fait des vieux draps que je chine. Et il y a plus de châssis, c'est tendu. Donc voilà. Et donc, effectivement, ça change tout le rendu, parce que du coup, la palette de couleurs change, parce que ça devient plus souple, parce que voilà. Après, ça a créé aussi tout un autre univers de travail. Ça a ouvert énormément de portes auxquelles, enfin, je veux dire, je sens que je suis juste au début du champ des possibilités. Est-ce que ton sujet a changé, enfin, tes sujets ont changé? Alors, ils ont évolué, mais je faisais déjà des peintures qui parlaient d'écologie en fait et de féminisme. Mais justement, ce qui faisait pas sens, c'est que je faisais des peintures qui parlaient d'écologie sans être écolo dans mes matériaux en fait. Et ça, pour moi, c'est pas possible, quoi. Oui, il y avait un non-sens, quoi. Voilà. Oui, donc en fait le sujet a pas vraiment changé, c'est le rendu plastique et j'imagine que la recherche des matériaux, vu que maintenant tu crées tes propres encres végétales, tes nouvelles façons d'ancrer une toile et ne serait-ce que rechercher la bonne toile. Ça aussi, ça fait partie maintenant de ton processus. Exactement. En fait, pour moi, le fond et la forme doivent être associés. En fait, il n'y a pas de quand on crée un objet, on pense à ce qu'il veut dire, mais on pense à comment on le fait, et les deux vont ensemble en fait. Et même si ces peintures sont figuratives, je pense que la technique utilisée appuie le sens que peuvent donner les images en fait. Donc il y a une sorte de double lecture à la fois dans la technique et même dans le processus, dans la recherche, etc., qui est rajouté ensuite, qui vient se rajouter, se calquer à la forme ou la représentation ou les allégories ou qui est représenté ensuite, figurativement sur la peinture ou dans la sculpture ou dans l'installation. Et est-ce que des fois tu mets en lumière tout ton process de création? Parce que le process de création du coup chez toi, de recherche, il est du coup, comme on dit, par ces matériaux, par
voilà, par ce qui va faire que tu arrives à finir par t'exprimer sur une toile ou du papier. Tout ce champ de recherche-là, du matériel, comment il rentre en compte après dans tes créations? Bah après ça là c'est au moment de la médiation qu'il est visible. J'espère qu'il est visible, mais c'est pas forcément important qu'il soit visible pour le spectateur au premier regard. Après j'interviens pas mal auprès des publics, donc ça c'est quelque chose que j'explique aussi, que j'aime bien. Voilà, bien sensibiliser le public par rapport. Oui, parce qu'en fait finalement, faire donner un point de vue sur l'état du monde, c'est aussi pour moi une sorte de dire un message en fait, et donc sensibiliser sur finalement ces techniques-là, c'est appuyer le message en fait, et c'est le faire comprendre en passant par les matériaux, en passant par le travail de la main, en passant par l'expérimentation en fait. Et voilà. Après moi, c'est aussi une façon. Tout mon processus, c'est une façon de m'ancrer en fait dans ma pratique. Comme ça a une temporalité très longue qui fonctionne au fil des saisons. Vu que je travaille énormément avec le végétal, je peux pas travailler de la même façon l'été ou l'hiver. Et ouais, voilà, c'est que des temps longs de cuisson, de broderie, qui ramènent à des savoir-faire anciens, artisanaux. Et justement, alors peut-être que c'est différent suivant ce que tu veux faire, mais est-ce que tu penses à ton œuvre, on va dire plus ou moins finie, à ton sujet, ce qui va être représenté sur le drap, enfin, sur le tissu, et du coup tu dis bon bah alors j'aimerais c'est telle ou telle couleur, et du coup tu vas faire tes récoltes ensuite après, ou c'est par tes récoltes que ça va changer ce qu'il y a sur la toile. Oui, voilà. Alors l'image est pensée, mais les techniques sont glanées au gré de ce que je trouve et de mon intuition aussi. C'est-à-dire qu'en fait, l'image, je la compose, comme je disais, comme mes peintures précédemment. Donc en fait, j'imagine un sujet, un thème, une histoire, un récit, et je cherche des images, en fait, d'archives, de documentation sur Internet, etc. Et après, je fais une sorte de montage, une composition, un collage d'idées avec ces images figuratives. Ça, c'est pour la partie du dessin, en fait. Mais après, tout ce qui est la partie plus technique, disons de transformation ou d'application, ça fonctionne plus avec l'intuition, la saisonnalité, justement, la temporalité, et surtout, et ça, c'est ce que je dis toujours quand j'essaye de travailler avec les publics, et qui est sensible et qui est très important, je pense, c'est que quand on travaille avec la nature, on n'a pas le même résultat que quand on travaille avec un produit commercialisé, industriel. On n'a jamais le résultat escompté, quasiment, quoi, en fait. On est toujours continuellement surpris à un détail près de chimie, du moment de l'ouverture de la fleur, je ne sais pas, enfin, et donc de la terre où tu l'as récolté. Voilà, et tout ça fait que il y a toujours un élément, on peut pas maîtriser les choses, en fait, ce qui est contraire finalement à l'utilisation d'objets de l'industrialisation, quoi. Oui, de la peinture sortie du tube, quoi. Ouais, voilà, t'as un stylo, le stylo fait tel effet, tu l'as choisi parce qu'il faisait cet effet précisément, et donc du coup, voilà. Alors que quand tu travailles avec la nature, effectivement, tu peux gérer, mais t'es toujours dans la découverte, en fait. Il y a toujours, même en travaillant avec je sais pas, les feuilles de ronces, selon ce que t'en fais, en fait, il y a 1 million de possibilités avec juste cet outil-là, en fait. Selon la saison, selon si tu l'utilises comme outil, comme teinture, en appliqué, la technique que tu utilises avec, selon la fibre que tu utilises sur laquelle tu la poses, selon le temps de cuisson, et ça, je trouve que c'est intéressant. Et même si tu penses maîtriser à un moment donné, il y a toujours un écart, toujours quelque chose
chose. Ouais, quelque chose qui peut aussi fuser. Qui peut aussi fuser, voilà, et qui est pas une erreur, en fait. Dans la mesure où tu as décidé de travailler avec ça, en fait, avec quelque chose voilà, qui t'échappe un petit peu, quoi. Ouais, le vivant, forcément, voilà. comme ce nom l'indique. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, je travaille pas, j'ai pas l'impression de travailler seule, en fait. Du coup, je travaille en interconnexion avec d'autres choses, enfin d'autres matières vivantes, en fait, qui travaillent avec moi, en fait. Ouais, justement, parce qu'il y a beaucoup ce rapport-là quand on est artiste plasticien, enfin dans le visuel, on a beaucoup de temps d'atelier pour la plupart. Là, tu sors de l'atelier pour aller récolter tes matières premières. C'est pas tu vas pas dans un énième supermarché de l'art pour chercher ce dont tu as besoin. Je pense que ça doit aussi nourrir ta pratique et tes représentations, tes sujets, le fait d'aller glaner et je pense aussi à tes titres d'œuvres qui sont vraiment en rapport avec la saisonnalité, au moment où tu les crées, des fois même. Tout ça, voilà, tout l'univers de la nature et de l'extérieur te permet de sortir de l'atelier aussi, te met dans une position un peu moins confortable. Oui. Après, c'est aussi ce qui m'a fait... Enfin, c'est une évidence pour moi de travailler hors de l'atelier. En fait, je considère que je travaille tout le temps, que je sois dehors, que je sois entre guillemets en vacances. D'ailleurs, mon conjoint me déteste pour ça. Il me dit, mais en fait, on n'est jamais en vacances avec toi. Non, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose à voir, quelque chose à apprendre, quelque chose à sentir, quelque chose, une intuition à prendre, un truc à noter qui va influencer en fait tout le reste de la pratique en fait. Donc, je suis pas sûre que les artistes soient en vacances. Voilà, c'est ça. Il y a des moments où on se met un peu plus en pause, mais c'est ça. En fait, en fait. Tout est matière à réflexion. En fait, on est aussi des chercheuses et donc on est des éponges en fait de données du monde en fait et donc du coup je serais frustrée en fait de rester tout le temps dans l'atelier. En fait, c'est pas ça. Je suis tout le temps dans l'atelier, mais l'atelier est partout, disons. C'est un peu ça. Après, j'ai besoin de temps de digestion aussi et de mettre ça en place. Malheureusement, en fait. Les idées, les notes, je sais pas, les visions, comment on peut appeler ça. Moi, j'appelle ça le processus. sont toujours plus grandes que le temps d'atelier pour les réaliser, en fait. Surtout quand t'as une pratique qui prend beaucoup de temps, en fait. Après, je fabrique pas tout non plus. Je fais appel à terre de couleur pour certaines aquarelles que bon ben voilà, je me suis pas dit je prends un temps donné de 6 mois où voilà je vais apprendre à fabriquer mes propres ocres, etc. Ça j'ai pas fait cette démarche là dans l'immédiat en fait. Donc ça pour le papier j'aimerais en fabriquer, mais là ces derniers temps j'ai travaillé avec le Moulin Richard Debat qui fait des super beaux papiers. Des papiers absolument magnifiques que je vois, que je reluque depuis mon enfance et je me dis un jour je serai capable de faire un dessin qui vale ce papier. Je sais pas si je fais des dessins qui valent ce papier, mais en tout cas je m'y suis mise parce que sinon je m'y mettrai jamais. Faut sentir légitime. Voilà. Faut sentir légitime à un moment donné. Voilà bon. Et voilà, je sais plus. Oui. J'ai plus que ça. J'ai divagué. Je sais plus quel était le début de ma pensée, mais. Pour en revenir, du coup, peut-être au matériel, parce que c'est un long temps donné, comme tu disais, et que tu peux pas tout fabriquer. Parce que sinon, peut-être que ce serait plus que ça aussi ta pratique. Oui, pratique créative. Ce serait que de faire des recherches de couleurs et de savoir quelle plante. J'imagine que tu as quelques
stock un peu des fois dans l'atelier d'encre que tu as déjà créé ou de soupe de clous, tout ça. Mais tu restes quand même une peintre à la base. Peut-être, oui. Tu vois. En tout cas, j'ai une vision. Enfin, moi, je me considère comme peintre, artiste plasticienne, mais peintre d'abord, effectivement, parce que j'ai besoin de fabriquer des images figuratives, quoi, voilà, donc à des endroits vraiment, quoi. C'est difficile, on peut pas tout faire. Par contre, j'espère, c'est-à-dire qu'à chaque fois, j'essaye de, même si je fabrique des images différentes, j'essaye de gagner en savoir-faire à chaque nouvelle production, en fait. De façon à ce que tout au long de mon parcours ou de l'œuvre que je produis finale, de ce que je laisserai peut-être derrière moi, même si la plupart des choses sera effacée, retournée à la terre, et tant mieux. Ça a un intérêt aussi pour moi de faire les choses moi-même, de faire le maximum de choses, d'apprendre toujours, en fait, et de le raconter et de le transmettre. Et voilà, ça, je pense que ça fait partie de ma pratique, en fait, d'apprendre les savoir-faire, d'avoir un rapport finalement artisanal et de le transmettre et de créer une sorte de communauté, en fait, parce que finalement, cette pratique-là de la teinture végétale notamment, c'est une vraie communauté, en fait. C'est une communauté magnifique avec laquelle on peut discuter, apprendre. C'est un autre réseau, et il y a plein dans cette pratique-là qui est écologique, interconnecté, etc. Il y a plein de réseaux qui se créent avec les végétaux, les animaux, mais aussi les autres personnes, quoi. Et il y a plein de choses à apprendre, et c'est ça aussi qui m'intéresse dans ma pratique, en fait. C'est-à-dire j'espère au fur et à mesure et au maximum qu'elle sortira du champ de mon drap, de mon textile, quoi. Et même si la finalité, ce qui restera, ça sera juste ça, tout ce qu'il y a autour pour moi est aussi important que l'objet fini, en fait. Et justement, du coup, pour continuer de parler de sortir de ce drap, de cet atelier, t'as aussi une pratique plus globale par rapport à la permaculture, à la terre. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Je pense à ton ancien terrain que tu as essayé de transformer au maximum comme ça aussi. J'ai l'impression que ça fait partie aussi de ta création. Oui, parce que en fait ça fait partie de ma recherche, en fait. Oui, voilà, comme je disais, l'important c'est pas le produit fini, l'important c'est de A à Z qu'est-ce qui se passe, en fait, et comment on fait les choses et comment on les transmet, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça et comment on est au monde avec tout ça, et donc effectivement faire un jardin, travailler avec le vivant, ça veut dire être dehors, ça veut dire le regarder éclore, traverser le temps, faire son cycle de vie, mort-vie, et s'intégrer là-dedans. Voilà, comme nous, on crée un cycle de pièces qui de A à Z. Et rentrer dans ces cycles-là, c'est je veux dire, j'en fais partie et j'aime l'observer, quoi. Et après, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu la possibilité de planter. L'idée, ça serait donc ça, je travaille dessus, c'est en cours, d'avoir effectivement un jardin de plantes tinctoriales pour produire ma matière première, parce que pour l'instant, c'est des cueillettes sauvages, mais c'est difficile à gérer, parce que à la fois le fait de cueillir, ça peut être bon pour certains végétaux, ça évite l'étouffement, ça fait passer les rayons de soleil ailleurs pour faire ça, on l'a pas inventé, les Amérindiens ou les peuples autochtones, etc. Travaillaient avec les végétaux dans une sorte de respect, et ça faisait, ça gardait la forêt, par exemple. Ça entretient, en fait. Oui, s'occuper du jardin. Connexion, voilà,
Enfin, je veux dire, il y a un monde bienveillant entre la coupe rase et disons le désintérêt total des choses, quoi. Et oui, il y a une vraie pratique de s'occuper. Il y a des fois une philosophie que notre jardin il est dehors et il faut aussi s'en occuper, quoi. Voilà. Le respecter, du coup. Et par exemple, je faisais un workshop au MOCO à Montpellier cet été, et en fait, c'était sur. Donc, du coup, je voulais leur apprendre la technique d'impression végétale par martèlement, et donc on travaillait avec. Donc, je dois faire une cueillette en fait à chaque fois que je fais un atelier. Et en fait, on était fin août. Il n'y a plus rien à Montpellier. C'était désastreux. Le Fiz était passé par là. Tous les endroits de verdure étaient grillés. Il y avait et là, je voyais la petite mauve sortir comme ça, enfin résister en mode genre je suis il y a moins 1 kilomètre à la ronde et je pouvais pas l'accueillir, tu vois. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit en fait, il faut que je fasse mon propre jardin qui soit une sorte de jardin perpétuel en fait, qui fonctionne justement avec le cycle des saisons, etc., pour pouvoir travailler autour du jardin sans abîmer les zones qui sont déjà trop abîmées en fait, tu vois. Et je veux dire, je peux pas faire mon jardin sur les bords du Lez, donc a priori je cherche un endroit pour pouvoir faire ça, parce qu'en fait c'est difficile de travailler avec le vivant, je trouve, dans le milieu artistique, parce qu'on te demande, comme dans tout milieu du travail de notre monde capitaliste actuel, d'être toujours dans une sorte d'hyper-productivité. Et en fait, quand on fonctionne avec le cycle des saisons, on peut pas être productif de la même façon au même moment, en fait. Et moi, je peux pas faire un atelier, en fait, sur les teintures végétales à la fin août, ça. En fait. Ouais, comme ça, quand ils sont dispo, quoi. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut trouver un temps au printemps. Oui, mais au printemps, nous, on n'avait pas d'atelier, machin, etc. Et donc, et puis, il faut pouvoir exposer à l'intérieur. Donc, il faut faire des choses qui n'ont pas besoin d'être arrosées, et puis qui n'ont pas besoin de. Et donc, en fait, il faut repenser en fait toute ta façon de faire, à la fois en accord avec la terre et à la fois et le vivant, et à la fois réinsérer dans un monde complètement détaché de tout ça, en fait, et comment tu le réinsères là-dedans, et ça, pour moi, c'est la difficulté. Donc à un moment donné, il faut faire un pas en arrière, un pas de côté, enfin voilà, c'est toujours un peu tangant, quoi, comme affaire, mais c'est ça qui m'intéresse, en fait. Ouais. Non, c'est tu penses à une globalité de ton process. Ça me plaît beaucoup. Après, voilà, je trouve que c'est intéressant Enfin, pour le coup, même si à un moment donné, j'aimerais faire une œuvre terminée, etc. Enfin, le processus prend part vraiment première dans mon travail, et comment les choses sont faites et comment elles sont. Enfin voilà, c'est un tout, parce que sinon pour moi c'est une sorte de mensonge, c'est comme une imposture, c'est une sorte de greenwashing, en fait, et je trouve qu'il faut donner de soi, et moi je supporterais pas d'avoir cette sensation d'imposteur, et je l'ai, parce que j'ai l'impression de pas être assez encore connectée, pas être assez parce que j'ai énormément de choses encore à apprendre, même si j'ai connaissance de ma place, et je me situe quelque part. Après, je pense que c'est assez difficile, et je pense que c'est assez difficile pour un artiste de vouloir et quand même avoir envie de montrer son travail dans des espaces blancs, bétonnés pour la plupart, dans des villes. Et d'être pleinement active et écologiquement parlant. Des fois, c'est un peu... Et surtout que là, dans ton travail, pour moi, ce qui en ressort beaucoup, c'est toute cette idée de lenteur aussi. Ça va aussi complètement à contrario de cette surconsommation qui a engendré tous ces problèmes écologiques. Mais la lenteur un peu mis en avant comme ça, c'est très difficile à assumer tout le temps. Parce que là, il te faut
vraiment beaucoup de temps pour finir une toile. Il y a vraiment beaucoup de temps. Et toute cette éloge de la lenteur, c'est très compliqué aujourd'hui. En fait, il faudrait qu'il n'y ait pas de questions économiques derrière. C'est ça le problème, c'est que en fait, déjà, être artiste, c'est quand même, il me semble, une position hors norme. Qui sort un peu on se confronte à énormément d'incompréhension par notre choix de travail et de vie, qui pour certains n'est même pas un travail en fait, et pour certaines est une vie complètement inconcevable, quoi. Moi, j'ai même des amis qui me disent, mais je sens qu'ils me comprennent pas, en fait. Je pense que dans la vie d'artistes, on est confronté un peu à 2 ou 3 types de personnes. Les gens pour qui ça fait rêver et que c'est quelque chose de complètement impossible et trop de sacrifices pour eux. Ceux qui trouvent ça juste inconscient. Et il y a quand même une rare partie qui comprend que ce désir de créer est plus fort que tout et que si on peut pas partir en vacances quand on veut, c'est pas, est-ce que c'est vraiment grave? Peut-être pas. Non. J'ai l'impression qu'il y a un peu 3 catégories de gens que j'ai rencontrés. Il y en aura peut-être 4 ou 5 que j'ai pas encore rencontrés, mais ouais, c'est un peu ça. Ouais. Après. Forcément, le point de vue économique. Voilà. Je pense que je sais pas toi, mais moi j'ai senti vraiment un basculement, surtout auprès de mes amis, quand on a commencé à atteindre 25-30 ans. Oui. Parce qu'eux ont commencé à rentrer dans le monde du travail, et là nos salaires ont forcément complètement changé de statut. Donc là, ils commencent à avoir un peu plus d'incompréhension. Mais en tout cas, même d'un point de vue plus personnel, ça devenait plus difficile au quotidien de faire les mêmes activités qu'eux, quoi. Oui, et après, quand vient la question de la lenteur et de la recherche au milieu, finalement, plus tu produis, plus tu as des chances de vendre, ou plus tu as des chances d'exposer, et plus tu vas être payé. Et quand tu as besoin d'une économie, moi, je suis issue de la petite... tu veux dire, il n'y a pas de... la petite classe moyenne. T'as pas de rente parentale. J'ai pas de rente parentale, j'ai pas de maison qui m'attend, ou d'héritage, de machin, voilà. Donc à un moment donné, tu te questionnes, tu dis bon, franchement, si j'allais plus vite, que je produisais plus, cette espèce de truc, travailler plus pour gagner plus, quoi, contre lequel je veux dire, ma pratique est l'exact opposé en fait de tout ça, et donc ça me met dans une situation économique non viable en fait. Donc en fait, c'est toujours être sur le fil finalement entre essayer de gagner ma vie, disons, correctement, même si du coup, effectivement, j'ai mis en place un système de vie finalement frugal, en fait, tout aussi frugal que ce dont a l'air ma production, puisqu'elle est lente en fait, mais qui en fait derrière tout ça, il y a une richesse. Enfin, pour moi, en tout cas, immense, en fait. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que, du coup, tu es obligé, alors je dis obligé dans le sens où c'est pas quelque chose qui te plaît forcément, de prendre un autre travail ou d'avoir eu des temps où tu as été obligé d'avoir un travail qui n'était pas... où t'as pas eu envie d'aller travailler autre que ta pratique, parce que ça aussi, c'est encore un point qui est compliqué. En fait, quand on est artiste, on travaille déjà. On a déjà un travail, même si pour les gens, on est sans emploi, on a un travail. Ouais. Moi, je pense beaucoup à la question de la maternité, en fait. Je trouve que être artiste, c'est un peu comme être mère, en fait. On fait un travail de création, puis ensuite d'éducation, de transmission, de tout ça, et on n'est pas payé à notre juste valeur pour tout ça.
qui va servir d'ailleurs comme un enfant va devenir un consommateur, qui va servir après au monde capitaliste. Et nous, on sera pas, voilà, on n'en retire pas les bénéfices, quoi. Non, ouais, les artistes retirent pas autant de bénéfices qu'une institution, ou voilà, c'est un peu des fois compliqué. C'est-à-dire que voilà, on fait vivre tout un système et tout ce système vit mieux que nous, en fait. Oui. Ouais. D'un certain point de vue. Oui. Voilà. Mais après, oui, j'ai eu des jobs, pour revenir à cette question de base, j'ai eu des jobs, j'ai été vendeuse longtemps dans un magasin de chaussures, dans un magasin de prêt-à-porter, j'ai fait du service, j'ai fait... tous les boulots des artistes. Voilà, tout un tas de ce qu'on appelle petit job alimentaire, même si en vrai, pour beaucoup, ça n'en est pas un. Mais en fait, pour le dernier que j'ai fait, pour mon boulot de vendeuse, que j'avais bien aimé d'ailleurs, qui était assez intéressant à mener, où j'ai appris beaucoup de choses. En fin de compte, c'était la période où j'étais du coup dans mon petit appartement en train de faire mes peintures, et j'avais pas tout ce travail j'étais dans une sorte d'efficacité, en fait. Okay. J'avais pas du tout le même rythme qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que j'avais d'ailleurs une rigueur qui fonctionnait avec, où je me levais à telle heure, et puis j'avais le temps de faire un petit peu de yoga, produire un petit peu, puis après j'allais à mon boulot, puis ensuite je retravaillais à la peinture jusqu'à, je sais pas, 1h du matin, et puis ensuite je recommençais jour après jour. Mais là, dans la pratique que j'ai mis en place maintenant, comme il y a tout un travail de glanage, de recherche, d'observation, de rapprochement à ce qui m'entoure, en fait, qui prend un temps, en fait. C'est presque un travail méditatif, en fait. Et donc, du coup, je sais pas à quel point ça serait très très frustrant, même si je pense que je vais devoir de toute façon reprendre un job disons salarié, quoi, à un moment donné. C'est très frustrant parce qu'en fait ça enlève toute cette pratique-là qui donne du sens au reste, en fait. Je pourrais pas me permettre les deux à la fois. Je suis obligée d'amputer quelque chose, en fait, quelque part. Et ça c'est dommage, parce que je pense que il y a, je veux dire, ne rien faire, c'est hyper important pour être créatif, par exemple. Et en fait, quand tu as un boulot salarié, t'as pas le temps de ne rien faire. Oui, surtout si tu fais un plein temps, c'est pas possible. T'as pas le temps de ne rien faire, plus produire, plus avancer tes recherches techniques, plus lire. Lire, c'est hyper important. Plus partager, parce que en fait, comme transmettre, partager, apprendre des autres, etc. Ça fait partie du développement de ta pratique. Et si t'as pas finalement le temps pour faire ces rencontres, pour avoir des moments de vide, pour penser, pour te détacher un peu, pour prendre du recul sur ce que tu es en train de faire, ou ce que tu as à faire, ou ce que tu voudrais faire, etc. Et bien, en fait, ta pratique avance pas de la même façon, en fait. Et c'est dommage. Ouais, après, je pense qu'on trouve tous des moyens, des parades pour continuer une pratique plus ou moins intense, mais en tout cas, je pense qu'on essaye de jongler avec tout ça de façon des fois très maladroite. Mais c'est sûr que l'idéal, étant donné qu'on a déjà un travail, c'est déjà notre travail, plus sans parler que souvent on fait partie d'associations pour aussi rester dans un réseau, ou d'ateliers partagés, ou ou nourrir aussi ses réseaux sociaux pour certains. Enfin voilà. En tout cas, nourrir son réseau aussi, ça demande aussi un autre travail oui, supplémentaire. C'est 1000 casquettes, en fait.
C'est 1000 casquettes. Donc là, actuellement, je suis au RSA, donc, et j'en parlais avec mon conseiller de RSA qui me dit, et donc là, l'exposition et tout, vous en êtes où? Je lui dis, j'en suis que, là, j'ai fini ma production, donc je suis en train d'emballer mes œuvres pour le régisseur du lieu qui va passer récupérer. Ah, mais vous emballez aussi? Ouais. Ah bah oui, bah oui. Mais il fallait que emballer, c'était que ça. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Et si j'avais des personnes, des employés pour emballer mes pièces, je ne serais pas devant vous. Je serais pas au RSA, quoi. Donc voilà. Mais oui, j'emballe mes pièces, je communique dessus. Enfin voilà, c'est un travail à temps plein. Je veux dire, je veux dire. Oui, si déjà, je trouve si on fait bien les choses, c'est déjà un travail ultra chronophage. Voilà. Et en plus, il faut aussi manger, étant donné qu'on n'a pas forcément tout le temps des expositions, des résidences, même si de ce côté-là, ça bouge quand même pas mal économiquement et il était temps. C'est toujours la question économique. On n'est pas. En fait, c'est un mélange de résilience et de résistance, en fait, quoi. Parce que finalement, oui, c'est ça. En fait, on est des énervés de l'art, quoi. Enfin, on veut continuer quand même. Et il y a quelque chose qui nous pousse, et même. Ouais, il faut trouver le petit feu, je crois. Il faut toujours avoir ce petit feu intérieur, parce que si on l'a plus, on arrête. En fait, c'est plus simple d'arrêter d'être créatif. Des fois, c'est plus simple. J'essaie déjà posé cette question du coup en interview, mais voilà, de savoir pourquoi on n'arrête pas, c'est quand même une grande question, parce que des fois on se dit que ce serait plus simple d'arrêter tout simplement d'être créatif, quoi. Parce que la lutte est dure, quoi, des fois, par moment. Des fois, elle est simple et elle est pleine de joie et d'expériences inattendues, mais des fois, elle est... Après, je pense que tout le monde a besoin d'être créatif. Je pense que si t'es pas créatif à un endroit, tu es malade à un autre endroit. Ça crée des problèmes, en fait. Je pense que tout le monde a besoin à un moment donné d'être. Après, il y a une pratique de création. Avoir une pratique de création, disons constante ou en tout cas redondante, c'est autre chose que être créatif. Mais je pense que tout le monde a besoin à un moment donné d'être créatif. Oui, tout le monde. Ça, c'est sûr que ça, j'en suis convaincue que tout le monde est créatif, ne serait-ce que écrire, d'une façon ou d'une autre, faire la cuisine pour son entourage, enfin un milliard de choses, repenser des meubles, tout ça c'est créatif, quoi. Ouais, et ça c'est je pense que c'est essentiel, quoi. Non, alors je disais plutôt être créatif dans le sens consacrer sa vie à être créatif, quoi, parce que ça aussi, ça c'est une autre moi, de mon point de vue, c'est là où ça devient un métier, en fait. C'est justement, c'est mettre ça au premier plan, en fait. Mettre ça au premier plan et décider j'allais dire de faire ce sacrifice-là. Ça n'en est pas un. Quand tu décides de le faire, ça n'en est pas un dans le sens large. Enfin, disons que c'est pas, tu t'auto-flagelles pas constamment, quoi. Il y a un intérêt plus fort, quoi. Mais ouais, à partir du moment où tu fais ce choix-là, c'est là que ça devient un métier, quoi. Tu te consacres entièrement, tu décides de te consacrer à ça, quoi. Mais de toute façon, c'est ça un métier, c'est à un moment donné prendre une décision et se donner corps et âme pour aller jusqu'au bout de ce qu'on fait, en fait. Je pense que c'est ça, en fait. Oui, complètement. Et pour en revenir à quelque chose de peut-être de plus terre à terre, tu parlais d'exposition. Est-ce que des fois tu penses des œuvres pour des expositions ou le public, le spectateur, parce qu'il y a eu des moments où tu as fait des œuvres participatives. Je pense à une récemment que tu as fait. Le public, comment il rentre en ligne de compte? Alors le public, le spectateur, enfin le mot qu'on veut dessus. Le spectateur, ça dépend des projets. Après, moi
quand même, c'est important pour moi le regard du spectateur sur mes pièces parce que justement, dans la mesure où j'essaie de transmettre un message, j'aime bien voir comment les choses sont reçues en fait. Je pense qu'il y a 2 lectures dans mon travail en général. Il y a une lecture frontale qui vient avec l'impression de l'image en fait, qui va avec finalement les couleurs qui sont assez douces, un travail textile qui est malheureusement connoté comme quelque chose d'assez féminin, voilà, donc avec des tons doux, qui est généralement voilà appréciable à l'œil pour voilà. Donc, un côté qui est plus sur l'ambiance en fait du travail, sur ce qu'on ressent quand on le voit, qui est important et pour moi ça c'est très important comment un enfant ou comment moi je pourrais voir mon travail, puisque ça c'est le premier truc qui m'a amené à l'art, c'est enfin comment je regardais les pièces, et je pense que c'est important qu'il y ait une clé pour les enfants ou le public non averti dans chacune de mes pièces qui soit... Tu veux qu'il y ait une porte d'accès en tout cas. Qu'il y ait une porte d'accès, ouais. Ça, c'est hyper important. C'est pour ça que je pourrais pas faire un projet hyper minimal ou hyper abstrait, etc. parce que j'aurais l'impression de l'arracher à quelque chose qui, pour moi, est vraiment important et beau et fait partie de ce que devrait être l'art, quoi. Et après, il y a une autre clé qui est justement la transmission d'un message qui est pour moi plus politique, plus ancré dans le monde d'aujourd'hui, etc., avec un fond. Mais c'est pas grave si elle est pas entendue par tout le monde, tant pis, quoi. Voilà. Mais oui, ça m'intéresse. Comment sont reçues mes pièces, ouais, c'est hyper important. C'est hyper important parce que voilà, j'ai vraiment envie de dire quelque chose, quoi. En fait, je veux dire, si je suis artiste, c'est parce que aussi j'arrive pas forcément à dire les choses, voilà, en étant, je sais pas, autrice ou enfin, et c'est mon moyen de communication en fait, c'est mon moyen d'essayer de dire ce que j'ai à dire, de revendiquer ce que je revendiquais aussi, et pour moi, la pièce, enfin l'œuvre, c'est une interface qui ouvre un dialogue en fait entre l'œuvre et le regardeur en fait, qui doit questionner à un moment donné, voilà, être reconnaissable ou à réfléchir sur une allégorie, se poser la question. Après, c'est pour ça que j'inclus, par exemple, des fées qui sont les allégories de la nature. À un moment donné, je me dis, bon, bah voilà, ça parle à un rapport enfantin, mais en même temps, c'est une allégorie de quelque chose de beaucoup plus puissant, en fait, du monde vivant, invisible, d'un truc de chercheur presque au microscope, d'un bout du monde un peu magique. Enfin, ça ouvre quelque chose sur le monde de la spiritualité, sur le monde de l'écologie, et donc il y a une double lecture en fait de ça qui m'intéresse en fait. Et après pour la participation, c'est aussi cette question de transmission là, c'est-à-dire en fait, ça m'intéresse aussi que les gens puissent se reconnaître à un endroit dans le travail, et ça c'est une pièce que j'avais fait donc du coup pour Cole à l'occasion d'un festival qui s'appelle Sculpture en Lille, sur l'île d'Andrézy à côté de Paris, dans les Yvelines. Et en fait, donc, on devait faire une pièce écologique qui allait rester dehors, etc. Et avec potentiellement une idée de pièce participative. Et j'avais prépensé cette pièce, mais bon, en fait, finalement, elle fonctionnait très bien dans ce cadre-là. Parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai des carnets remplis d'idées de pièces qui seront faites ou pas faites, jamais on verra, ou qui évolueront, etc. Mais en tout cas, celle-là a eu le mérite d'exister à un moment donné, quoi. Elle est sortie du carnet, quoi. Voilà. Et oui, et donc ça, c'est... Parce que dans la mesure où j'intègre le vivant, qu'il soit plante, qu'il soit animal ou qu'il soit humain, c'est bien qu'il ait la possibilité d'être vraiment dans le travail en fait. Et donc là, en l'occurrence, c'était la pensée des participants et des participantes, des enfants comme des personnes plus âgées, des adultes, etc. De pouvoir
se reconnaître dans cette pièce-là, quoi, d'avoir une sorte de temple à eux, à leur pensée, à leur vision du monde, de l'avenir. Donc pour recontextualiser, en fait, ça faisait une sorte ça s'appelait château d'intention, et donc c'était une sorte de carré, une structure de cube plutôt en bois, faite avec les arbres abattus parce qu'ils étaient malades ou trop vieux, etc., sur la forêt par les élagueurs. Et donc j'ai récupéré ces traits ces troncs, pardon, pour faire ce bâtiment. Et en fait, il était constitué de plein de petites pièces textiles de drapeaux, inspirés des drapeaux tibétains, en fait, des drapeaux de prière, où en fait les participants avaient inscrit eux-mêmes, grosso modo, une intention, une prière pour le monde de demain. Donc après, en fait, c'est aussi enrichissant pour moi. En fait, c'est là où est le donnant-donnant, c'est que moi, j'ai pu attester. En fait, finalement, c'est presque un travail sociologique ou des fois de l'anthropologie, des choses comme ça, où j'ai pu attester de finalement ce que les enfants ou ce que les gens attendaient du monde de demain. Enfin, je veux dire, il y en a qui m'ont mis des gros dollars, et puis il y en a qui ont eu des visions beaucoup plus poétiques, et je trouve ça hyper intéressant, en fait, et les gens se reconnaissent là-dedans, et ça ouvre des discussions, et voilà, et moi c'est ça que j'aime faire, quoi. C'est cool. Ouais, travailler directement avec le public, c'est aussi enrichissant, oui, ça nourrit après coup, je pense, ton travail, sortir aussi de sa tête, d'aller dans celle d'un peu des autres. C'est ça, il y a vraiment un moment donné de la création où personnellement, moi j'ai besoin d'une chambre à moi, quoi, d'être dans une bulle, de vraiment pas être dérangée. D'ailleurs, des moments donnés, je supporte pas de voir qui que ce soit. J'ai vraiment besoin d'un silence total, d'un truc très méditatif, voilà, de moine, quoi. Et ça, c'est mon atelier. De toute façon, mon espace d'atelier, c'est vraiment un temple où rien ne vient m'embêter, enfin interagir. Et puis il y a un espace où j'ai vraiment besoin de me confronter à tout, enfin au monde entier, quoi. Et donc et ces espaces-là, quand ils sont bien gérés, parce que du coup parfois, c'est difficile de se retrouver avec un groupe d'une vingtaine d'enfants qui crient dans tous les sens, qui finalement s'en foutent en fait de ce que tu leur racontes. Enfin, tu vois. Voilà, et toi, t'essayes de leur raconter quelque chose, de les initier à quelque chose qui a fait du sens pour toi, mais eux, ils sont au milieu de ça, et tant mieux, tant pis, je sais pas, quoi. Mais à d'autres moments, ça crée quelque chose. Enfin, j'apprends énormément, en fait. Moi, ça m'enrichit. J'espère que ça les enrichit eux aussi, mais moi, il y a des moments donnés, vraiment, ça m'enrichit, quoi. Le partage et l'enseignement, du coup, de ta pratique et de ce que tu as appris aussi ouais. En tant que chercheur de l'art, quoi. Comme tout chercheur, tu as aussi envie de partager le fruit de tes recherches. Oui, ouais, voilà. Après, on me le demande. Après, ça fait aussi partie des choses qui génèrent des revenus. Donc, finalement, c'est donnant dans tous les sens. Après, quand c'est bien géré, quand ça prend pas trop de temps sur le reste. Enfin, c'est toute une question de cohésion de tout ça. Mais oui, finalement, c'est ce que j'ai pas mal fait ces derniers temps. Et ouais, ça fait sens, quoi. J'ai juste une petite question, je reviens un peu complètement en arrière de ce que tu as dit, mais la question de l'art textile, qui est quand même un art dit féminin, parce que tu fais de la broderie et tu peins sur du coup du textile. Ce féminin, c'est quelque chose que tu choisis, quelque chose que tu as envie t'en parles foncièrement, ou justement c'est pas du tout... Alors, je parle de féminisme, je parle pas de féminin, parce que en fait, pour moi, l'art textile, c'est pas féminin. La broderie, c'est pas féminin. Il y a plein de mecs qui font du tricot très bien, et ça devrait pas être féminin. C'est la société qui a fait que c'était féminin, parce que en fait, c'était en lien avec. Il y a beaucoup d'artistes textiles féminines, parce qu'elles avaient pas le droit aussi d'aller dans les classes de peinture, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Après, moi,
Ça en l'occurrence c'est pas mon histoire. Après c'est vrai que ça fait lien avec un fond féministe. Moi mon histoire par rapport à ça, c'est que au début les arts dits féminins, c'est un truc que j'assumais pas en fait. D'où finalement des peintures presque un peu hip-hop avec des couleurs méga fluo, de l'aérosol, des trucs un peu denses, enfin voilà. Et en fait, mon processus de travail a fait qu'à un moment donné, je me suis sentie assez riche de mon parcours pour assumer en fait d'être disons vulgairement rattachée aux arts féminins, dits féminins. Parce que je considérais que j'étais passée au-delà de ça en fait. Parce que ça me faisait plus peur dans la mesure où j'avais assez de compréhension pour avoir disons une distance par rapport à ce point de vue-là en fait. Et donc oui, c'est un art dit féminin. Si les gens disent oh ben là c'est une nana, évidemment elle fait de la couture, bah tant pis pour eux quoi en fait. Oui, non, c'était tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, je comprends complètement. C'est pour ça que je te pose la question, parce que justement, c'est quand on est en école d'art, en tout cas, moi, ça a été mon expérience personnelle. On te demandait toujours, oui, mais c'est quoi ton identité? Il faut que tu travailles sur. Enfin, quand tu cherches au début en école d'art, on t'aide à te chercher une problématique. Et moi, c'était beaucoup les questions, t'es quoi? T'es une femme, t'es ceci, t'es cela. Et comme si c'était une donnée, alors que mes copains masculins à côté, il y en avait aucun qui lui disait t'es quoi? T'es un homme? Non, on leur disait jamais t'es un homme. Ouais. On leur disait autre chose, quoi. Ouais. Et après, c'est peut-être nous, de notre génération, où ce féminin était un peu appuyé de façon un peu négative, et où on a dû le reprendre un peu plutôt comme une force. Oui, c'est ça. En fait, c'est aussi, voilà, c'est acclamer quelque chose aussi. En fait, oui, je suis femme, oui, je fais de la couture. Enfin, et alors quoi, en fait, vous allez vous en remettre, en fait, tout va bien, quoi. Je veux dire. Et puis après, de toute façon, c'est vrai que j'ai un intérêt pour tout ce qui est horriblement dit, art ménager. Enfin, tu vois, parce que en fait, ça fait partie des savoir-faire de la main qui sont absolument sublimes, en fait, et que certains ancêtres masculins ont eu le malheur de ne pas avoir accès à ça. Dommage pour eux, en fait, parce que c'est juste des savoir-faire sublimes, c'est juste un travail très difficile, je pense. Et très légitime par sa beauté, par sa difficulté, par le savoir-faire qu'il demande, par l'histoire à laquelle il est lié, enfin, je veux dire, ça fait partie des choses que j'ai jamais fini d'expérimenter, quoi. Je veux dire, je voudrais faire du patchwork, je voudrais faire du smoke, je voudrais faire des quilts. Enfin, je veux dire, mais c'est parce que c'est d'une richesse incroyable, quoi. Et oui, ça m'intéresse. Mais après, la question, enfin, j'aime pas en parler d'art féminin parce qu'en fait, cette idée d'art féminin, je n'en veux pas, en fait, tout simplement, en fait. Donc, y a rien de plus clair que ça. C'est parfait. Non, c'est parfait parce que c'est vraiment souvent une question. Je pense que voilà qu'on se pose en tant que regardeur, quoi. Moi, je trouve que ça me répond parfaitement à ma question. On ne répond pas à cette question. Mais après, j'entends que pour certains, ça soit, certaines, ça soit une vraie position politique au niveau du féminin d'utiliser ces matériaux-là. Parce que justement, à un moment donné, ça a été identifié comme un art féminin, et donc finalement c'est une forme de féminisme d'utiliser ces matériaux-là. Mais moi, c'est pas ma volonté. Toi, c'est pas dans ta volonté. Voilà, quoi. Exactement. Tu te détaches de cette question-là, justement. Voilà.
Et pour finir, du coup, l'épisode, c'est la petite question, la petite ritournelle que j'aime bien poser. Est-ce que tu as un vœu pour tes créations futures, pour pour ton process futur, une intention, un mot de fin, tu vois? Ouais, bah écoute, alors je sais pas du tout où je vais, mais j'ai l'impression d'être une petite pousse, donc j'aimerais éclore. Voilà. C'est super. Ça te va? J'adore. Mais j'espère que ce sera une très belle éclosion. Merci beaucoup Margot en tout cas. Merci. À bientôt.